Yo et bienvenue dans un tout nouveau format. Dans celui-ci, nous allons jeter un œil à des choses perturbantes du monde entier. Mon ancien format perturbant, une partie d'Internet, a été épuisé, soyons honnêtes, et les épisodes deviennent de plus en plus élaborés et limitants. Quoi qu'il en soit, je pense que ce format ici est une version bien améliorée de ce format précédent de toute façon. Je n'affirme pas que j'arrêterai le format, mais je ne peux pas m'y fier indéfiniment. Récemment, j'ai publié sur la communauté mon souhait de créer un format pour les cas régionaux. Ce format inclura donc également des cas régionaux d'Allemagne ou d'autres pays, certains sujets mieux connus et d'autres moins connus. Certains des sujets resteront évidemment mystérieux puisque c'est le thème principal de ma chaîne. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Nous approchons des 150 000 abonnés, ce qui est tout simplement fou. Et passons au premier cas. Je ne peux pas le mettre en mots. Les premières semaines étaient déjà terribles, où on ne savait simplement rien, l'incertitude était là. Je continue de travailler car c'est un immense problème. Pour moi, le travail de mes collègues est un processus régulier. C'est ainsi que cela doit continuer d'une manière ou d'une autre. Vous venez d'entendre Christian F., un gars qui est allé à une émission de télévision pour demander le soutien du public afin de retrouver sa fiancée qui a disparu. Ce que les gens ne savaient pas, c'est qu'il avait lui-même ôté la vie de sa fiancée des mois avant son apparition à l'émission. C'est un cas régional qui s'est produit en Allemagne. Christian F. a tué 26 ans. Christian F. et Maria Bauer étaient un couple qui prévoyait de se marier. Mais soudainement, Maria a disparu. Elle a disparu en 2012, ce qui nous amène à la partie étrange de cette affaire. Il y avait une émission de télévision nommée Aktenzeichen XXerkennung der Ungelöst, qui est une émission qui présente des cas de crimes non résolus dans une reconstitution dramatique afin de les résoudre. C'est une émission très populaire que les Allemands de mon public devraient connaître. Christian F. était un invité dans un épisode. Il est essentiellement interviewé et est un acteur qui prétend être triste de la disparition de sa fiancée et espère obtenir le soutien du public pour la retrouver. De toute évidence, des mois avant cette interview, il avait déjà pris sa vie. En 2020, il a été reconnu coupable et a été condamné à 15 ans de prison, ce qui était la peine maximale possible en Allemagne. Il a empoisonné la boisson de sa fiancée et a enterré les restes dans une forêt, après avoir liquéfié le corps avec un acide. Yuka Takaoka, née en 1998, était une ancienne hôtesse de bar japonaise qui a gagné une immense popularité après avoir tenté de commettre un meurtre par amour. Oui, je sais que cela semble fou, mais Yuka est ce que les gens appellent une véritable yandere dans la vraie vie. Selon dictionary.com, yandere est composé de deux mots japonais. Le premier étant yandere, qui signifie être malade. Le second étant derideri, qui peut être traduit par un coup de foudre. Le mot yandere est principalement un terme fictif utilisé dans les médias japonais tels que les animés et les mangas. Un yandere est souvent dépeint comme quelqu'un de doux, attentionné et innocent avant de se transformer en quelqu'un qui montre un niveau de dévotion extrême, souvent violent ou psychotique, envers une personne aimée. En 2018, Yuka avait 21 ans et vivait à Shinjuku City, à Tokyo, au Japon. Yuka a abandonné l'université à 19 ans et a travaillé dans un bar d'hôtesse à la place. Durant sa carrière, elle a rencontré sa victime, un homme surnommé Phoenix Luna, employé dans un bar d'hôtes. Généralement, dans les bars d'hôtes et d'hôtesses, vous payez pour interagir avec l'hôte ou l'hôtesse. Ces interactions sont officiellement PG, ce qui signifie qu'elles sont adaptées pour le travail. Cependant, des choses peuvent se passer en coulisses. Malgré tout, Yuka et Phoenix ont entamé une relation, ce qui a engendré de nombreuses complications. Le travail de Phoenix consistait à flirter avec des clientes, rendant difficile une relation traditionnelle avec Yuka. De plus, Yuka était de plus en plus obsédée par lui au fil du temps. Pendant ce temps, Yuka fouillait dans son téléphone et a trouvé des images de Phoenix et d'autres femmes. Elle savait que ce n'était pas une cliente ordinaire, ayant tout fait pour l'acheter entièrement. Elle a dépensé $9 000 pour lui, afin qu'il n'ait pas besoin de rencontrer ses clients. Malgré sa probable tricherie, elle a tout misé. Yuka a été arrêté en 2019 pour avoir poignardé Phoenix chez lui. Les derniers moments avant son arrestation semblaient, avec tout le respect dû, très cinématographiques.
Assise là, sur son téléphone, elle fumait, trempée de son propre sang, comme si c'était banal. Dans la voiture de police, on la voit sourire. Lors d'une interview au commissariat, Yuka admet qu'elle l'aimait tellement qu'elle ne pouvait tout simplement pas s'en empêcher. Elle devait le faire et voulait le suivre peu de temps après. Plusieurs personnes en ligne ont associé son comportement à celui d'une fille yandere typique des animés et mangas. Le compte Instagram de Yuka contenait également de nombreuses images d'elle-même en cosplay, y compris des personnages yandere. Imaginez simplement que l'auteur soit un homme dans ce cas. Il aurait probablement reçu des réactions négatives pour ses actions, probablement considéré comme un harceleur fou, mais dans ce cas, il y a eu pas mal de réactions positives en ligne. Des artistes ont créé des fanarts pour Yuka, allant même jusqu'à créer une cagnotte GoFundMe pour la sortir de prison. En 2 jours, elle a recueilli près de 4 000 $. Suite à de nombreuses critiques et signalements, la cagnotte GoFundMe a été supprimée et les artistes ont retiré leur fanart. Au procès, Yuka a été reconnue coupable des charges, mais la victime, maintenant rétablie, Phoenix, a accepté les excuses de Yuka de 5 millions de yens, qui étaient d'environ 45 000 $ à l'époque. De plus, Phoenix a même affirmé ne garder aucune rancune contre elle et qu'il est vraiment désolé de l'avoir trompée. Il a également demandé au juge une peine plus légère pour Yuka. Au final, elle a été condamnée à 3 ans et demi de prison et sera libérée l'année prochaine ou en 2024, ce qui semble très peu pour ce qui s'est passé. Ce cas a été qualifié de plus mystérieux en Allemagne. Rebecca Rösch était une jeune fille de 15 ans qui a disparu sans laisser de traces en 2019. Ce sera long, alors asseyez-vous et détendez-vous pendant que je plonge dans ce cas. Rebecca Rösch vivait chez ses parents à Berlin dans le quartier de Rudow. Elle a 2 sœurs aînées, toutes 2 dans la vingtaine. Elle est allée à l'école Walter Gropius à Neukölln. Au début, on croyait qu'elle vivait toujours une vie heureuse et épanouie en raison des affirmations répétées de ses parents dans les médias, mais avec le temps, nous avons eu une image plus claire d'elle. Elle avait beaucoup de mal à trouver un but ou des objectifs dans la vie. Elle était aussi très insécurisée, pensant constamment à ce que les gens pouvaient penser d'elle. Elle a fréquemment envoyé des textos à ses amis disant qu'elle se sent de plus en plus fatiguée. On pourrait dire que c'est ce que vivent la plupart des ados, mais il faut se rappeler que sa vie était loin d'être idéale malgré ce qu'affirment ses parents. Quant à l'affaire elle-même, elle est très complexe, donc j'essaierai d'entrer beaucoup plus dans les détails que ce que je fais habituellement pour m'assurer que vous pouvez suivre la plupart des événements qui ont eu lieu avant, pendant et après sa disparition. Si vous voulez une liste d'événements encore plus détaillée, les sources sont toutes en allemand, mais il y a de bons articles de Berliner Zeitung, AND, RTL et Tagesschau. AND ayant la chronologie des événements la plus élaborée. Le 19 février 2019, Rebecca passait du temps avec sa sœur Jessica à la maison. Rebecca a envoyé une photo d'elle à sa cousine vers 20h. Vers minuit, sa sœur est allée dormir au premier étage, tandis que Rebecca dormait sur le canapé dans le salon en bas. Pendant ce temps, Florian, le mari de Jessica, rentre du travail vers 6h du matin et saute aussitôt dans le lit près de Jessica. Jessica se réveille peu après pour se préparer et emmène sa fille au travail avec elle. Selon elle, elle n'a pas vérifié le salon pour voir ce que faisait Rebecca. 7h15 du matin. La mère de Rebecca appelle Rebecca pour s'assurer qu'elle ne dort pas trop pour l'école, mais ne parvient pas à la joindre. Elle appelle plutôt Jessica. Mais Jessica dit qu'elle n'a pas besoin de se lever si tôt, ce qui rassure la mère. 7h46 est la dernière fois que le téléphone de Rebecca se connecte au routeur de la maison. 8h25, la mère l'appelle à nouveau sans succès. Elle décide d'appeler le mari de Jessica, Florian, qui lui dit que Rebecca n'est plus dans la maison. 8h42 du matin. La mère envoie un message à Rebecca disant qu'elle espère qu'elle est arrivée à temps en classe et qu'elle n'a pas pu la joindre. Le message avait 2 coches sur WhatsApp. Cela signifie qu'elle a reçu le message, mais ils étaient gris, ce qui signifie qu'elle n'a jamais lu le message. Elle n'est également jamais allée à l'école et personne n'a entendu parler d'elle, et jusqu'à présent, tout était assez clair. Mais maintenant, ça commence à devenir un peu plus transparent pour les pistes suivantes. Nous devons avoir une certaine compréhension de Snapchat. C'est important puisqu'un des amis de Rebecca prétend avoir reçu un selfie d'elle via Snapchat le matin du même jour. Sur Snapchat, vous pouvez enregistrer et envoyer des images à quelqu'un d'autre.
Le destinataire ne dispose que de quelques secondes pour voir les images avant leur disparition définitive, ce qui est probablement la fonctionnalité clé de l'application. Pendant un interrogatoire, l'ami n'a pas pu fournir l'image au policier, mais a donné une courte description. Soi-disant, elle portait un sweat à capuche blanc du groupe de pop coréen BTS, des baskets noires, des jeans. Elle avait un appareil photo et une veste dans une pièce. La fonction intégrée de Snapchat rend cela encore plus convaincant. Cette fonctionnalité affichera 3 flammes à côté du nom d'un contact si on partage une image avec lui 3 jours d'affilée. Cette fonctionnalité ne fonctionne qu'avec des photos prises à l'instant. Choisir une image de votre galerie ne marchera pas. Cela confirme essentiellement que l'image que l'ami a reçue venait bien d'elle personnellement et non d'un éventuel ravisseur. Cela confirme davantage qu'elle était vivante à ce moment-là. Continuons avec la chronologie. 18h, la mère de Rebecca appelle la police. La recherche de la police a été extrêmement élaborée avec des hélicoptères, des plongeurs, des chiens et plus encore, la cherchant dans la mer, près des autoroutes et dans tout le district pendant les semaines et les mois suivants. La famille a aussi participé aux recherches pour la retrouver. Il y a 3 suspects au total, mais nous cherchons essentiellement une aiguille dans une botte de foin ici, car il n'y a pratiquement aucune trace. Le premier est un gars nommé Lucas qui était un ami d'école à elle. Avant sa disparition, lui et Rebecca ont eu un conflit, et cela l'a essentiellement fait l'un des principaux suspects. Après une interview de la police, ils ont décidé qu'il était probablement inoffensif. L'autre suspect est Max, qui est encore moins susceptible d'être le suspect. Le principal suspect est Florian, le mari de Jessica. Il a été arrêté par la police le 28 février. Les raisons sont les suivantes. Florian était la dernière personne à être dans la maison avec Rebecca et pendant l'entretien de police, il donnait des déclarations contradictoires. Plus tôt, il avait affirmé qu'il était allé se coucher immédiatement après être rentré du travail, mais selon la police, ils ont trouvé des journaux de chat qui contredisaient à cette affirmation. Il n'était pas endormi pendant ce temps puisqu'il chattait sur son téléphone. Éveillant les soupçons des autorités, ils ont décidé de vérifier les caméras de sécurité sur les autoroutes et les rues du 16 au 19 février pour voir s'il conduisait sa voiture dans la région. Il y avait 2 correspondances. La première du jour précédent, vers midi, puis le 19 vers 10h40 du soir, ce qui est évidemment le même jour de sa disparition. La voiture a été aperçue les 2 fois sur l'A12, une autoroute menant à la Pologne. Il est intéressant de noter qu'il n'est jamais arrivé en Pologne. Une autre caméra de sécurité l'aurait repéré s'il avait conduit jusque-là, ce qui signifie qu'il est allé ailleurs. Florian refuse toujours d'expliquer où il s'est rendu en voiture. Bien que cela semble très louche, il y a encore une chose à considérer. Le père de Rebecca affirme dans une interview que le fait que Florian conduise sur l'autoroute n'est pas lié à cette affaire. Le père dit qu'il est incapable de dire pourquoi. Encore plus mystérieux, il interpelle Florian en disant que Florian devrait simplement dire pourquoi il était sur l'autoroute pour enfin clore sa piste et le retirer en tant que principal suspect. Le père insiste sur le fait que Florian est une bonne personne et qu'il ne ferait jamais une telle chose. D'autres supposent que Florian faisait passer de la drogue en contrebande et c'est pourquoi il se rendait en Pologne et il ne veut pas être arrêté pour cela. C'est pourquoi il est resté silencieux, mais à ce jour, cela n'a jamais été confirmé. Fait intéressant, Florian a de nouveau été arrêté le 4 mars. Le détective principal de cette affaire a affirmé lors d'une interview dans l'une des plus grandes émissions de télévision, Aktenzeichen XXIN Ungelöst, que la vie de Rebecca a probablement été prise et que Florian est le principal suspect. Selon l'officier, Rebecca n'a jamais réussi à sortir de la maison vivante. La police a partagé sa version de l'histoire, qui se déroule comme suit. Florian est rentré du travail, a regardé du porno sur son téléphone, a envoyé des messages à quelques personnes, a pris la vie de Rebecca, a enveloppé son corps dans une couverture violette qui manque également de la maison, l'a amené à sa voiture, a conduit en Pologne pour se débarrasser du corps. Cependant, après 2 semaines, Florian a été libéré. Pense que vous pouvez maintenant comprendre pourquoi cette affaire est aussi mystérieuse qu'elle l'est. Rien de tout cela n'a de sens. Depuis le 14e février de cette année, il n'y a eu aucune mise à jour de cette affaire. Rebecca aurait eu 18 ans maintenant, mais selon la police, elle n'est certainement plus en vie et Florian reste le principal suspect dans cette affaire. Le monstre aux 21 visages était un nom utilisé comme alias par le groupe responsable des lettres de chantage dans l'affaire Glico-Moringa au Japon, qui s'est produite en 1984 et est considéré comme l'un des plus grands mystères non résolus du Japon à ce jour. Nous parlerons de quelques théories à la fin, mais qu'ont-ils exactement fait ?
Tout a débuté le 18 mars 1984. Katsuhisa Isaki, le président directeur général de la société Isaki Glico, qui est une entreprise multinationale japonaise de transformation alimentaire, était chez lui avec sa femme et 3 de ses enfants. Soudain, 2 hommes armés et masqués ont utilisé une clé volée de la maison voisine pour entrer dans la maison. Une fois à l'intérieur, ils ont ligoté sa femme et la fille aînée qui avait 7 ans. Après que la femme a offert de l'argent aux hommes, ils ont répondu « Taisez-vous, l'argent n'a pas d'importance ». Pendant ce temps, Katsuhisa se baignait avec ses 2 autres enfants. Il a été enlevé nu et emmené dans un entrepôt. 3 jours plus tard, Katsuhisa a effectivement réussi à s'échapper, mais n'a pas pu identifier les auteurs ni fournir d'autres informations à la police. Ce n'était que le début. Quelques semaines plus tard, le groupe mettrait le feu à plusieurs voitures au siège de l'entreprise à Osaka. Le 16 avril 1984, un conteneur d'acide chlorhydrique a aussi été découvert dans un édifice de l'entreprise. De plus, ils ont envoyé une lettre à son entreprise déclarant qu'ils avaient imprégné 21 millions de dollars de confiserie de l'entreprise avec du cyanure de potassium. Malgré l'absence de bonbons empoisonnés, l'entreprise a subi des pertes allant jusqu'à 130 millions de dollars. Fait intéressant, ils ont même étiqueté la nourriture prétendument empoisonnée, rendant l'altération évidente pour tous. Bien que tout cela soit plutôt physique jusqu'à présent, la partie intéressante consiste en les lettres et le chantage du groupe. En lisant ces lettres, nous comprenons mieux leur intention. Ici, le 8 avril 1984, ils envoient une lettre à la police qui dit aux imbéciles de la police japonaise « Êtes-vous stupides ? Vous êtes tellement nombreux, que faites-vous au juste ? Si vous êtes des pros, attrapez-moi. Le handicap étant trop important, je vous donne un indice. Isaki n'a pas de camarades parmi ses proches. La police de Nishinomiya n'a pas de camarades. Aucun camarade dans le corps anti-inondation. Kara utilise le gris. La nourriture a été achetée à Daiai. Si vous voulez de nouvelles informations, suppliez pour cela dans le journal. Après ces explications, vous devriez pouvoir me rattraper. Si vous ne le faites pas, vous fraudez le fisc. Dois-je kidnapper le directeur principal de la police préfectorale ? C'est certainement eux qui défitent la police. Avec Kara utilise le gris et la nourriture a été achetée à Daiai, ils veulent dire la voiture qu'ils utilisent pour esquiver Katsuhisa et ils ont acheté la nourriture dans ce supermarché. Ils ont choisi de révéler davantage d'informations. Les prochaines lettres étaient adressées aux médias, se moquant de l'incompétence de la police. La lettre ici est écrite en hiragana et avec un dialecte d'Osaka qui dit « Chers policiers stupides, ne mentez pas ». Tous les crimes commencent par un mensonge, comme nous le disons au Japon. Ne le savez-vous pas ? Un autre contient encore plus d'informations, citation « Aux policiers idiots, vous ne devriez pas mentir. Si vous mentez, vous volez. » Je l'ai aussi envoyé à la police de Koshien. Pourquoi tu mens ? Ne cache pas les choses. Pourquoi te plains-tu ? Vous avez tellement de mal, alors je vais vous donner un indice. Je suis entré dans l'usine par l'entrée latérale. Nous avons utilisé la machine à écrire Panrider. Le conteneur en plastique utilisé était un déchet de rue. Monstre aux 21 visages. Après ces lettres, quelque chose d'horrible est arrivé. Le groupe menaçait et faisait chanter d'autres entreprises alimentaires également, et la police n'a rien pu faire pendant longtemps. Jusqu'à ce que le surintendant de police Yamamoto de la préfecture de Shiga se soit donné la mort en s'immolant par le feu. Il était probablement trop honteux de ne pas avoir pu attraper les auteurs. Cela a donc mené au dernier message du groupe. Yamamoto de la police de la préfecture de Shiga était mort. Quel idiot de sa part ? Nous n'avons ni amis ni cachette secrète à Shiga. C'est Yoshi Nishikada qui aurait dû mourir. Qu'ont-ils fait pendant aussi longtemps qu'1 an et 5 mois ? Ne laissez pas des méchants comme nous s'en tirer. De nombreux imbéciles cherchent à nous copier. Yamamoto sans carrière est mort comme un homme. Nous avons donc décidé de présenter nos condoléances. Nous avons décidé d'oublier de torturer les entreprises de fabrication de nourriture. Si une entreprise alimentaire est victime de chantage, ce n'est pas nous, mais un imitateur. Nous sommes des méchants. Cela signifie que nous avons plus à faire que d'intimider les entreprises. C'est amusant d'être un mauvais garçon. Monstre aux 21 visages. C'était la dernière lettre du groupe. On estime qu'au fil des ans, plus d'1 million de policiers ont travaillé sur cette affaire. Plus de 28 000 pistes ont été suivies, près de 125 000 personnes d'intérêt ont été enquêtées. Mais à ce jour, aucun suspect n'a jamais été inculpé. Malgré les demandes répétées de rançon du groupe, leur motivation semblait dépasser l'aspect financier.
Cela semblait être une protestation contre l'incompétence de la police qui a tourné au chaos. Ceci est confirmable car ils ont arrêté leur activité lorsque l'un des enquêteurs est décédé. Ils ont défendu leur point de vue, mais au prix d'une vie, les forçant à s'arrêter. Ceci n'est qu'une explication ou théorie possible, cela aurait pu être bien plus banal. Fusako Sano est une femme japonaise qui a été enlevée à l'âge de 9 ans par Nobuyuki Sato et retenue en captivité pendant plus de 9 ans, de 1990 à 2000. Au Japon, cette affaire est également souvent appelée l'incident de confinement de la fille de Niigata. Le coupable Nobuyuki avait 28 ans à l'époque et était gravement perturbé mentalement. Il a eu beaucoup de problèmes à l'école et dans la vie professionnelle et a finalement abandonné et est resté au chômage pendant longtemps. Il était obsédé par les courses de chevaux et les idoles. Quelques années après, l'incident est survenu. Il a forcé Fusako à monter dans sa voiture et l'a retenue à l'étage de son appartement à Kashiwazaki, dans la préfecture de Nagata, située dans la région de Honshu, au Japon. Malgré une vaste recherche policière après sa disparition en novembre 1990, la fille n'a pas été retrouvée. Fait intéressant, à seulement 200 mètres de la maison se trouve un poste de police, mais la police n'a pas réussi à la retrouver pendant plus de 9 ans. Ce n'était pas la première tentative de Nobuyuki. Un an avant cet incident, Nobuyuki a repéré une écolière dans la rue. Alors qu'il essayait de la saisir et de l'emmener, un ami l'a repérée et a crié à l'aide. Un enseignant à proximité a plaqué Nobuyuki au sol et a alerté la police. Il a été condamné à 1 an de prison puis relâché. Revenant à Fusako, il l'avait attachée dans la pièce et l'avait menacée. Il a dit « Tu ne peux pas quitter cette pièce. Tu vivras avec moi et je serai là tout le temps. » Partir signifierait pour elle la mort de ses mains. Fusako a alors complètement abandonné et accepté son sort en captivité. Pendant sa captivité, Fusako a dû endurer beaucoup de choses. Pendant les 3 premiers mois, Fusako avait les mains et les jambes liées tout le temps et n'était pas autorisée à marcher seule. Chaque fois que Fusako ne répondait pas à Nobuyuki, essayait de s'échapper ou de quitter son lit, elle était battue. Il est même allé jusqu'à pratiquer les arts martiaux sur elle. Pendant tout le temps passé ensemble, elle n'a été autorisée à prendre un bain qu'une seule fois quand elle était tombée et s'était salie. Il l'a bandé les yeux, déshabillée dans le bain et l'a lavée. Il ne lui a donné qu'une radio à écouter jusqu'à la dernière année de leur vie commune où il l'a laissé regarder la télévision. Il utilisait souvent un pistolet paralysant sur elle. Elle se paralysait parfois pour s'habituer à la souffrance. Elle serait punie si elle oubliait d'enregistrer les courses hippiques télévisées pour lui. Elle ne recevait qu'un repas par jour, composé de soupe instantanée ou de bento. Elle s'évanouissait souvent de malnutrition et ses mains et ses pieds souffraient d'atrophie, ce qui rendait difficile pour elle de marcher seule. Curieusement, il y avait des moments où elle était seule avec la porte déverrouillée, mais elle ne s'enfuyait pas. Elle a elle-même dit plus tard qu'elle avait trop peur et a finalement perdu l'énergie pour s'échapper. Après tant d'années, tout le monde a perdu espoir de la retrouver un jour, donc c'était presque un miracle quand elle a finalement été retrouvée. La mère de Nobuyuki vivait en bas pendant ces 9 années et prétendait n'avoir jamais vu la fille. La police pense qu'elle savait qu'elle était là-haut, car elle achetait des produits d'eau d'hygiène féminine pour Nobuyuki. De plus, la mère recevait également un traitement très similaire de la part de Nobuyuki, se faisant battre, piquer et attacher. Elle a contacté l'hôpital pour de l'aide, mais personne n'est venu. Elle a réessayé quelques jours plus tard et des gens sont finalement venus à la maison. Ils sont montés à l'étage où Nobuyuki dormait. Il s'est réveillé très contrarié, mais les officiels ont pu le maîtriser. C'était aussi le moment où ils ont finalement trouvé Fusako. Ils ont vite identifié la fille. La mère n'a jamais été inculpée, bien qu'elle puisse avoir eu connaissance des agissements de son fils. Il a été condamné à 14 ans de prison. Libéré en 2015, il est décédé en 2017 suite à des complications de santé. Fusako a souffert de nombreux problèmes physiques et mentaux. Elle s'est bien rétablie mais restera marquée à vie. La police a fait l'objet de vives critiques. Nobuyuki était un criminel connu et avait été arrêté 1 an auparavant pour la même tentative d'enlèvement d'une fille, mais il n'a jamais même été considéré comme un suspect dans l'affaire de Fusako. Le poste de police se trouvait à seulement 200 mètres de la maison. En raison du contre-coup et des erreurs subséquentes, 2 policiers ont démissionné en 2000.